Bonjour tout le monde. Avant de vous faire la lecture, le résumé du livre extrêmement important, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes avec Seyar Kozi et celle des Skull and Bones, c'est le livre de David Diallo, Au nom de Dieu, concernant l'assassinat du pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani. Dieu et son âme, assassiné au 33e jour de son règne par la loge P2, fait une catastrophe. Je voulais vous annoncer la tenue d'une conférence sur la mise à jour sur la crise actuelle et ses conséquences au théâtre de la Main d'Or, dans le 11e arrondissement de Paris, chez Dieudonné, le jeudi 27 mai à 17 h. Donc voilà, veuillez faire tourner l'information, vous et venez nombreux. Beaucoup de choses à dire, très très intéressantes. Et voilà, maintenant passons à notre livre. Aujourd'hui, là, je vais vous faire un résumé du livre assez hallucinant de David Diallo, Au nom de Dieu. Christian Bourgeois, éditeur. ISBN 2 2 6 7 0 0 3 8 1 3. Il contient près de 430 pages. Alors, sincèrement, c'est un petit peu... On dirait qu'on sort d'un rêve, d'un mauvais cauchemar. C'est irréel. Ça n'a pas de sens, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, tout est vrai. Il faut savoir que David Diallo est un catholique anglais, qu'il est très 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 connu. C'est un très grand journaliste anglais réputé, qui a fait des enquêtes retentissantes sur plusieurs affaires judiciaires. Il a fait sortir des gens de prison pour des faux. Enfin bon, très 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 connu. C'est pas n'importe qui. Et c'est une enquête qu'il a commencé sur la demande des gens du Vatican. Puisque tout est pourri au royaume d'Italie, les gens ont demandé à Diallo de faire cette enquête. Et là, bon, je vais... En résumé, c'est très simple. La franc-maçonnerie a assassiné le pape Albino Luciani, Jean-Paul Ier. C'est aussi simple que ça. Le 28 septembre 1978, après 33 jours de règne. Je dis bien 33 jours de règne. Bon, vous connaissez tous peut-être, enfin j'espère, la vidéo sur Licio Gelli, le grand marionnettiste, qui est sur Internet, sur Dailymotion, le grand marionnettiste. Vous connaissez aussi le scandale Gladio, l'OTAN, la CIA, qui a commis des attentats extrêmement sanglants, avec des centaines de morts en Italie, voulant accuser les communistes. Mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. C'était pas pour accuser que les communistes. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, là, dans ce livre, on arrive au sommet, au summum, au climax, ou plutôt, plus exactement, l'abîme, le point le plus profond de la folie et de l'immonde. Vraiment de la folie. Ils ont assassiné le pape élu depuis 33 jours. Ils l'ont assassiné. Voilà. C'est celui qui a eu juste avant Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Bon, il y a plusieurs intervenants, plusieurs protagonistes dans cette affaire. Le cardinal Paul Marcinkus, banquier de Dieu, c'était son surnom. Le gorille aussi. C'était un Lituanien immigré aux États-Unis, à Chicago, la même ville qu'Al Capone, et qui avait en sa possession le pouvoir total sur la Banque du Vatican. Son ami mafieux Michel Sindona, réfugié aux États-Unis pour avoir détourné 225 millions de dollars. Alors les chiffres, c'est comme ça, vous faites avec. C'est monstrueux les chiffres que je vais citer. Roberto Calvi, donc le patron de la Banco Ambrosiano, loge P2, trésorier de la loge P2. Licio Gelli, bien sûr, le patron, le chef, au début de sa carrière communiste, après facho, en même temps. Fasciste et communiste en même temps. Il a travaillé pour la CIA, il a travaillé pour l'Argentine, il a même amené
au pouvoir le général Perron, qui pour le remercier s'est agenouillé devant Licio Gelli. Oui. Le cardinal Villot aussi est un protagoniste important de cette affaire, puisque il semble avoir menti et précipité l'autopsie du corps. Il a fait n'importe quoi, il a fait disparaître des objets de la chambre du pape. C'est le cardinal Villot, qui est mort quelques mois, 6 mois après la mort du pape Albino Luciani, est certainement coupable pour avoir fait, ils ont menti, ils ont dit n'importe quoi. Bon. La Banca Cattolica del Veneto, c'est la banque des prêtres de Venise. En fait, elle a été vendue, alors que Albino Luciani était donc cardinal de Venise, a été vendue à Calvi par Paul Marcinkus, le banquier de Dieu. En fait, ce qu'il faisait, il vendait, par exemple, pour faire des bénéfices, il vendait très cher quelque chose qui valait pas grand-chose, ou sinon l'inverse. Donc, et ça avait gêné beaucoup Albino Luciani, et c'est à partir de là qu'il est rentré dans leurs affaires. Et après, quand il est devenu pape, il a voulu tous les virer. Bon, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Vatican a été infiltré par des voyous de la franc-maçonnerie et de la mafia, la famille Gambino, Inzirello et compagnie, et ils ont tout volé, absolument tout. Ils créent des entreprises écrans dans les paradis fiscaux, ou plus exactement les enfers fiscaux. Donc ils surévaluent les prix des actions, ils vendent au prix qui les intéresse. S'ils se vendent à eux-mêmes, ils ne vendent pas cher. S'ils doivent récupérer des sous, ils vendent plus cher. C'est pas plus con que ça. C'est une évasion fiscale caractérisée. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une évasion fiscale, parce qu'à un moment donné, c'est une fuite de capitaux. Fuite de capitaux très importante. Bon, on commence le livre avec une affaire hallucinante. Le FBI arrive des États-Unis au Vatican et il veut parler à des responsables, et c'est une affaire de faux titres qui a été imprimée par la mafia aux États-Unis et qui était destinée donc à la Banque du Vatican et qui s'élevait à 950 millions de dollars. C'est hallucinant. Donc c'est des faux titres qu'il devait donner à Marcinkus et qu'il devait récupérer, donc 950 millions de dollars. Il faut savoir que Paul Marcinkus passait souvent ses vacances aux Bahamas. C'est quand même assez dingue. Il faut savoir que c'est Paul VI qui les a tous placés, le pape précédent qui est décédé, il a placé tous beau monde, et c'est Marcinkus qui a présenté Michel Sindona de la mafia à Paul VI. Il faut savoir que le gorille, Paul Marcinkus, le banquier de Dieu, aurait dit « On ne saurait diriger l'Église à coup de « Je vous salue Marie ». Bon, c'est assez hallucinant. C'est impressionnant de violence de dire ça. Et à propos de ces excès, on a envoyé une lettre au pape Paul VI, c'est à la page 122, dans laquelle il faisait remarquer des gens, faisait remarquer des catholiques, faisait remarquer au pape, sur Marcinkus, je cite, « Il est, quoi qu'il en soit, le seul évêque membre du conseil d'administration d'une banque laïque qui se trouve par hasard avoir une filiale dans l'un des plus grands paradis fiscaux du monde capitaliste. Nous voulons parler de la Cisalpine Overseas Bank à Nassau, Bahamas. L'utilisation des paradis fiscaux est permise par la loi humaine, et on ne saurait traîner devant un tribunal un banquier laïque, quel qu'il soit. Pour avoir tiré parti de cette situation, ils le font tous. Mais cela n'est peut-être pas licite au regard de la loi divine, qui devrait marquer de son empreinte tous les actes de l'Église. L'Église prêche l'égalité, mais il ne nous semble pas que la meilleure manière d'assurer cette égalité soit l'évasion fiscale, moyen pour lequel l'État laïque essaie de promouvoir cette même égalité. » Donc vous voyez ici que la banque, le banquier de Dieu, le Vatican, joue et spécule sur les marchés financiers, et que les gens, ça leur plaît pas, ils l'ont écrit, ils l'ont signifié au pape le plus simplement du monde. Il faut savoir que la Banque du Vatican traite avec tous les banksters de la finance, notamment avec les Rothschild de Paris et de Londres. Ils sont aux affaires avec eux depuis le 19e siècle. Voilà, c'est quand même assez terrible. Après on nous parle d'antisémitisme, on se moque de qui là? Monsieur Sindona, Michel, gérait la fortune des Gambino liée à l'héroïne. C'était un budget un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars annuels. En fait, il a demandé à un type, Sindona, de lui gérer son business.
une affaire en fait. Et il s'appelle Bordoni. Lui, il voulait pas. Et à un moment donné, il le menace et Bordoni lui répond: votre force est la mafia et votre puissance la franc-maçonnerie. Je n'ai pas l'intention de risquer mon nom estimé et la réussite de mon Irex simplement parce qu'un mafioso me le demande. C'est à la page 154. Ce type Bordoni a quand même travaillé avec Sindona et il a réussi à lui voler 45 millions de dollars. Jelly a commencé sa carrière en volant les trésors nationaux de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre, puisqu'il y était. Il a été communiste et fasciste au gré des circonstances. Il a créé une filière d'évasion de nazis vers l'Argentine. Il prenait 40% du fric. Il a espionné en faveur des communistes, en faveur de l'Union soviétique. Il travaillait aussi pour la CIA. Il avait une ruse assez intéressante, très intelligente. Par exemple, s'il voyait qu'il y avait 3 prétendants pour un poste, pour une promotion, il les appelait les 3 et il leur disait qu'il allait faire quelque chose pour eux. Et en fait, quand il y en a un qui mentait, il leur rappelait, disait que c'était lui. Donc c'est tout con, mais ça marche super bien. Il est pas con le Jelly, hein. C'est une prostituée, mais il est pas con. À un moment donné, il y a une liste de 1000 personnes de la loge P2 qui est sortie, puisqu'ils ont fait une descente chez lui dans sa villa en Italie, et ils l'ont trouvé, un peu moins de 1000 personnes. Selon les services secrets italiens, il s'agit de 3000 personnes. Hein. Mais bon, sur ces 1000 personnes, il y avait 50 généraux et amiraux, des ministres du gouvernement, 36 parlementaires, des stars, etc. C'est quand même assez grave, assez gravissime, hein, quand on sait ce que c'est que la loge P2, il faut comprendre quelle est leur puissance. Il faut savoir qu'à cause de ces fuites de capitaux, de plusieurs milliards dans les enfers fiscaux, la lire a diminué, a commencé à chuter, le chômage a commencé à exploser, l'inflation a commencé à exploser en Italie. C'est dire l'ampleur du phénomène et des sommes dont on parle, hein, c'est quand même grave. Il faut savoir que ce livre est extrêmement bien détaillé, puisque David Dialop réussit à retranscrire dans ce bouquin les numéros de compte de Roberto Calvi, de sa femme, etc., à l'Union des banques suisses, page 171, c'est quand même précis. Il cite par exemple la banque de Finabank. Alors c'est quoi Finabank? Finabank, c'est une entreprise qui appartient à un genre de société écran qui appartient au Vatican et à Sindona, le mafieux. Sindona, Michel, oui, qui travaille avec les Gambino et compagnie. Je lis la page 173. Ces sociétés au Canada et au Mexique servaient à amener aux États-Unis par les frontières canadiennes et mexicaines les dollars de la mafia, des francs-maçons et de nombreuses opérations illicites et criminelles. L'argent arrivait dans des valises et on l'investissait ensuite dans des bons d'État américains qu'on envoyait à Finabank, propres et faciles à négocier. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Et d'ailleurs, pour avoir à peu près une idée de ce que c'est, de qui est Sindona, je vais vous lire la page 176 et 177. En ce qui concerne ces importantes relations, personne ne pourrait nier la vérité de cette assertion. Elle allait depuis les familles de la mafia, les Gambino et les Inzerillo en Sicile et à New York jusqu'au pape Paul VI, en passant par les cardinaux Guerrier et Caprio et l'évêque Marcinkus au Vatican. Elle couvrait le spectre de la vie politique depuis Andreotti, président du Conseil italien, et Fanfani en Italie, jusqu'au président Nixon et à David Kennedy à la Maison-Blanche. Elle comprenait d'étroites relations bancaires avec certaines des plus puissantes institutions du monde, Ambrose de Londres, Continental Chicago, Rothschild de Paris, à travers la loge P2 de Jelly. Il avait forgé des liens étroits avec les dirigeants d'Argentine, du Paraguay, du Uruguay, du Venezuela et du Nicaragua. Il confia à un avocat romain à propos du dictateur Somoza: je préfère, c'est Sindona qui parle, traiter avec des hommes comme Somoza, faire des affaires avec la dictature d'un seul est bien plus facile que de faire des affaires avec des gouvernements démocratiquement élus. Ils ont trop de commissions, trop de contrôles, ils aspirent aussi à la sincérité, ce qui est mauvais dans les affaires bancaires. Voici une illustration parfaite de la philosophie de la loge P2 telle qu'elle fut donnée à ses membres par son fondateur Licio Gelli. Les portes de n'importe quelle banque s'ouvrent en grand à droite, tandis que Sindona faisait des affaires avec Somoza et cherchait aux équivalents
un équivalent aux États-Unis, Gelli ne restait pas oisif en Argentine. Sentant le désenchantement de la nation vis-à-vis de la junte au pouvoir, il se mit à préparer en secret le retour du général Perón d'exil. En 71, il convainquit le président en exercice, Lanús, que la seule façon pour l'Argentine de retrouver la stabilité politique passait par le retour de Perón. Ce dernier revint triomphalement. Un de ses premiers gestes consista à s'agenouiller en signe de gratitude aux pieds de Gelli, etc., etc., etc. Gelli et Sindona étaient extrêmement puissants. Il avait donné à tous les membres de la loge P2 une capsule de digitaline pour se suicider au cas où ils se faisaient attraper. C'est quand même assez impressionnant, même gravissime. Il avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Il avait les dossiers du procureur. Il avait absolument tout le temps une longueur d'avance sur tout le monde. Il faut savoir que le pape Albino Luciani a été assassiné avec de la digitaline, qui lui a créé un arrêt cardiaque. Et on a dit qu'il est mort comme ça. Il a été embaumé 12 heures seulement après la découverte du corps, ce qui a empêché l'autopsie, puisqu'il est impossible maintenant de faire des prélèvements sanguins. Ce qui est gênant, c'est que Albino Luciani a fait un check-up complet juste avant de mourir. Tout allait très 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 bien, ce qui a étonné tout le monde d'ailleurs, et ce qui a étonné de plus l'interdiction de faire une autopsie. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'avant de mourir, Luciani a donné au cardinal Villot, le fameux, comment on appelle ça, le Camerlingue. Il a été donc assassiné. Il y a même un repenti de la mafia, Vincenzo Calcara, qui approuve, qui confirme tout ça. Je vous signale qu'il y a eu des dizaines de morts et que c'est très grave et qu'il y a des gens qui sont rentrés en prison pour beaucoup moins que ça. Là, il y a des dizaines de témoignages, des affaires extrêmement graves, des détournements de sommes pharaoniques. Et dans la version officielle, on continue de vous dire qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'est quand même assez hallucinant. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc Villot, il voulait le virer. Le cardinal Cody de Chicago, un psychopathe qui détournait l'argent, qui faisait ce qu'il voulait, qui donnait pas les cardinaux, enfin un malade mental, mais vraiment un psychopathe qui faisait beaucoup de mal à l'Église, qui devait être viré depuis longtemps. Il a décidé de le virer. Paul Marcinkus viré. Certains amis de Marcinkus, Menini, Strobel, Bonis viré. Roberto Calvi, donc Ambrosiano, viré du Vatican. Donc tout ceci a été préparé. Sauf que ils ont tous été confirmés dans leur poste par Jean-Paul II. Gelli a dérobé, écoutez-moi bien, 2,5 milliards de dollars en impôts sur les carburants. Je sais que c'est vertigineux. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais il l'a fait. Il a assassiné le liquidateur. Alors Sindona a assassiné son liquidateur de banque, Ambrosoli. Ils ont assassiné un lieutenant-colonel, Antonio Varisco. Ils ont assassiné Boris Giuliano. Il a été remplacé par un gars de la loge P2. Sindona a organisé son propre enlèvement pour pouvoir rentrer en Italie, puisqu'il était extradé aux États-Unis, enfin, il s'était sauvé aux États-Unis, et réfugié, aux États-Unis, et il voulait rentrer en Italie pour régler quelques problèmes. Il a trouvé un moyen, il s'est dit, je vais me faire kidnapper, comme ça je pourrais partir en Italie. En fait, ça a très mal tourné. En plus, ils se sont retournés contre lui, les gars qui ont voulu le kidnapper. C'est une catastrophe. Il faut savoir que Gelli, quand il appelait Calvi vers la fin, parce que ça dégénérait, il pouvait pas voler impunément des milliards comme ça. Quand il appelait Calvi, il prenait le pseudonyme de Luciani pour lui faire peur, semble-t-il. Vous voyez, en plus il le nargue, genre continue à me faire mes virements, à détourner des sous, sinon je te bute comme Luciani. Calvi a été retrouvé pendu sous un pan de Landres, transpercé par 2 coups d'épée. C'est un rituel maçonnique. Sa secrétaire, Corocher, a été suicidée du 4e étage. Bon, en d'autres termes, ils l'ont jeté. Calvi expliquait à ses proches, il leur disait, regardez Le Parrain, le film, vous comprendrez comment marche le monde. Voilà. Et encore pire, une information extrêmement grave, Gelli, qui était chez